Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live de la Team WeWeb. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Joyce. De toute Salut. façon, je pense qu'on va être avec Joyce tout le temps maintenant que tu as le temps de venir avec nous, c'est cool. Salut Xavier, qui est-ce qu'il y a dans le chat? Vas-y, je stalk un peu. Il y a Maël qui est là, il y a Patrice qui est là, je vous vois, les habitués, ils sont cachés. Et d'autres personnes que je ne connais pas, n'hésitez pas à vous présenter. Yes, salut Maël. Maël qui est, comme Xavier, qui est officiellement un expert WeWeb maintenant. Patrice qui peut être un expert WeWeb s'il nous demande, littéralement, je pense, qu'on pourrait le certifier tout de suite. C'est clair. Nice. Pardon. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, vous avez vu, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont sorties pendant qu'on faisait le template Prelo. Et j'ai fait volontairement, je vous les ai pas montrées tout de suite parce que je préférais qu'on finisse le template. Mais je vais vous les montrer aujourd'hui. À savoir, surtout, les plus attendus, c'était l'authentification WeWeb. Plus besoin d'utiliser Xano ou Auth0 pour mettre de l'authent sur son app. Et l'Iterator, qui est un peu la même manière que Integromat et qui est Make maintenant, c'est de pouvoir répéter une action plusieurs fois. C'est très pratique, on va le voir pour certains cas. Et si on a le temps, on va voir un peu toutes les autres features du style faire des requêtes depuis un serveur, parce qu'il y a certaines API qui n'aiment pas qu'on fasse des requêtes depuis un navigateur, donc on vous a donné la fonctionnalité. En fait, ça passe par nos serveurs, on va faire la requête pour vous. Le carrousel d'image bindable, ça fait longtemps qu'on le demande. On l'aurait bien utilisé dans Prelo, on va peut-être pouvoir l'utiliser. Et un petit plugin CSV pour télécharger la donnée qui est visible actuellement sur une page. Puis voilà, puis on a aussi la gestion des erreurs dans les workflows, mais ça je pense que la plupart des gens l'ont vu dans l'app. Donc on va essayer de voir tout ça. Salut Maxence, salut Pardon. Jonathan. Salut, ouais, salut Jonathan. Maxence aussi qui doit finir son app sur WeWeb. C'est parti, je vais vous passer sur l'autre écran. Hop, yop, yop. Il me faudra un deuxième grand écran en fait. Ici. Euh, Un alors, jour, il faudra que tu envoies une photo dans nos codes France pour montrer ton setup, qui est quand même exceptionnel. ouais, mais qui est souvent en bordel. Là en plus, il y a toutes mes affaires pour aller à Lisbonne, donc il y a mon passeport et ma carte d'identité qui glandouillent pour pas que je les oublie. Et il y a des T'inquiète médicaments pas, tout de aussi. suite là. Ouais, j'aime bien mon setup, mais c'est pas le plus rangé. En plus, je suis pas très bon en cable management. Mais one day, bien sûr. Ok, on va aller dans une petite app que je viens de créer pour l'occasion, pour vous montrer l'Iterator. Et je vais vous montrer l'Authent WeWeb par la même occasion. Et on arrive déjà sur un composant map. Beaucoup de gens l'utilisent et nous le demandent, surtout dans nos codes France. Je ne sais pas pourquoi les francophones aiment beaucoup jouer avec des cartes, mais c'est très cool. Le truc, c'est que cette map, on nous avait déjà fait la remarque, mais en fait, c'est une carte Google, et la carte Google, ça prend que des latitudes et les longitudes. Ça ne prend pas autre chose. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire semblant, comme si on avait une petite app où en fait un utilisateur avait liké des localisations ou avait donné les localisations, typiquement les lieux où il a vécu, mais il les a mis au format texte, et on a envie de les afficher sur la carte. Donc pour ce faire, on a besoin de les transformer en latitude et en longitude, et pour ça, on va utiliser une API externe avec un itérator. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette API sur chaque localisation de l'utilisateur, et bien sûr, cet utilisateur sera stocké dans l'authent WeWeb. C'est pour ça que je fais un peu un petit combo. Premier truc à vous montrer, c'est l'authent WeWeb. Ouais, pardon, tu voulais dire un truc, Joyce? Non, pas du tout, je disais juste c'était cool. Nice. Eh bien, écoutez, on y va. Alors, l'authent WeWeb, c'est ici. D'ailleurs, un jour, il faudra qu'on enlève bêta, alpha et compagnie. Alors, l'authent WeWeb est quand même toujours en alpha, attention. Des fois, elle peut avoir des petits bugs. Il y a Patrice qui en a fait l'expérience, malheureusement. On en a fixé pas mal. Mais elle peut quand même être sujette à certaines modifications, donc faites attention quand vous l'utilisez. Alors que par exemple l'authent Xano, je pense pas qu'elle va beaucoup évoluer, donc on va peut-être la passer On va enlever l'alpha, je pense, un jour ou l'autre. Euh, mais donc pour la WeWebBot, ce qui est pratique par contre, c'est que pour le setup, vous allez voir, c'est vraiment très simple, puisque j'ai juste à faire ceci.
Et ça y est, j'ai pratiquement une autant sur mon app. C'est fini. Non, en vrai, j'ai juste à donner une page où rediriger les utilisateurs quand ils ne sont pas logués. Donc, on va créer une page de login. Hop, login. On va créer une page vide. Je vais juste ajouter une section blank pour tout à l'heure. Là, je retourne sur mon plugin. Voilà, je vais choisir login. Alors attention ici parce que j'ai déjà eu pas mal le coup de personnes qui mettent leur login sur leur home page. Du coup, ils disent quand l'utilisateur n'est pas redirigé, envoyé sur la home, mais ils empêchent que leur home soit visible d'utilisateurs qui ne sont pas authentifiés. Et en fait, vous créez une boucle infinie en faisant ça. Du coup, votre app va planter. Donc faites bien attention que la page où les utilisateurs puissent se login soit ouverte à tout le monde. Tellement le genre de truc Là, qui je vais. pourrait m'arriver. Ouais, et puis c'est le truc où tu dis, mais attends, j'ai pas compris. Parce que dans l'éditeur, en Ouais, plus, ça le fait pas, parce que l'éditeur, on peut visiter toutes les pages sans être logué. Mais en vrai, c'est logique, comme dirait notre cher CTO. Donc ce n'est pas un bug, c'est une feature. Mais faut faire attention. Alors ce qui est cool, c'est qu'on peut, on peut gérer les rôles et les utilisateurs maintenant dans WeWeb et l'accès aux pages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite créer un utilisateur. Parce que quand vous utilisez l'autant WeWeb, vos utilisateurs sont visibles ici. Et je vais créer un utilisateur avec mon propre mail. Le mot de passe, je vais récupérer le mot de passe qui a été généré. Voilà. Ok. Et lui qui demande maintenant. si on peut avoir un login en pop-up sur la home page. Oui, si ta homepage est visible de tout le monde. En fait, ce qu'il faut pas faire, c'est par exemple dire, imagine ton login est sur ta home et sur ta home, tu vas dire, bah en fait, elle est privée et il y a seulement les gens authentifiés qui peuvent y avoir accès. Si tu fais ça, ils peuvent pas se loguer. Sauf que comme le plugin, tu vas dire que de rediriger les utilisateurs sur la home pour qu'ils se loguent, ça va faire le plugin va dire redirige la home va dire non, je peux pas parce qu'ils sont pas logués et ainsi de suite. Et en fait, tu fais ça jusqu'à ce que ton navigateur dise nope et plante complètement. Mais tu peux si ta home est visible. Et ce qui est cool, c'est que comme tous les systèmes d'autant, ça rajoute des composants ici qu'on peut utiliser. Donc un bouton de logout, un reset password, un sign up, profile. Donc ça, c'est pour éditer son profil. Et nous, on va utiliser le formulaire de login. Je vais le faire un peu respirer par contre. Hop, on va le mettre hop là. Voilà, on va lui mettre un peu de margin top. Et là, normalement, je peux me loguer avec le mot de passe qui m'a été attribué. Ça a J'ai été oublié un truc. récupéré dans le mail du coup. Que j'ai été récupéré dans le template du mail qui est envoyé. En fait, quand Ok. vous créez un Ah utilisateur, oui, ça le ici, préfile. ça préfile avec le mot de passe. Vous pouvez aussi choisir le mot de passe vous-même et l'envoyer à quelqu'un. Vous pouvez rajouter des attributs. Voilà, donc des attributs qui sont déjà ici en dur. Et on a déjà fait le ticket à notre propre team pour pouvoir ajouter ses propres attributs, ses propres colonnes. Ça me servirait bien, personnellement, et je sais que ça servirait bien pas mal de personnes. On va juste rajouter la redirection sur la homepage quand on est logué. Hop. Et tiens, tant qu'on parle des workflows, qu'est-ce qui se passe si par exemple, là je mets rediriger sur la homepage, sauf qu'en fait je suis dans un workflow classique. Donc si la personne se trompe de login, elle va rentrer en erreur. Et en erreur, on peut avoir des workflows, enfin de la même manière que les workflows classiques, on a une série d'actions qui peut s'exécuter seulement s'il y a une erreur dans le workflow, ou qu'elle soit dans le workflow. Et par exemple, ce que je pourrais faire, c'est afficher un pop-up. D'ailleurs, on va faire ça. Je vais aller dans Template, Toast. Je vais mettre un warning. Hop. Voilà, bon, je vais pas forcément le customiser. Par contre, warning toast message. Son display, je vais le lier à une variable que je vais créer tout de suite d'ailleurs. Tac, 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 tac. Ici, variable. Display error message. C'est un booléen. Par défaut, c'est faux. Donc là, je vais dire que hop, display le message d'erreur, c'est selon la valeur de cette variable. Et ce que je peux faire, c'est dans le workflow de mon formulaire, on error,
je vais changer la valeur de la variable display error message to true. Donc vrai. Du coup, par exemple, admettons, là, je mets un email qui n'existe pas. Voilà, vous voyez, le pop-up s'est mis. Alors que si le login se fait avec succès, je suis bien redirigé sur la homepage. Bah voilà, du coup, on a notre utilisateur. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, ce que je voulais faire, c'était créer une table, faire comme si en fait j'avais un back-end externe, typiquement Xano, et dire que en fait pour chaque utilisateur, j'ai des villes où l'utilisateur a vécu qui sont stockées. Donc ça, j'ai fait le choix de le mettre dans Xano pour vous montrer aussi comment utiliser une collection et le filtrer sur l'utilisateur dans WeWeb. Donc pour ce faire, comment ça se passerait? On dirait que par exemple, au moment où je crée l'utilisateur, il y aurait un formulaire, on lui demanderait où est-ce que tu as vécu, on récupérerait le résultat et on irait créer une ligne ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer à la main. Vous voyez ce qui se passe en fait quand on crée un utilisateur dans l'Authent WeWeb, c'est qu'il a ses champs, donc email, password, d'ailleurs on peut le changer, il a ses rôles, mais surtout il a un ID, qui est un UUID. Et en fait, je vais utiliser cet ID pour le lier à ma collection externe dans Xano, pour savoir que cet utilisateur c'est moi. Et là, je vais ajouter les localisations, les endroits où j'ai vécu dans ma vie. Hop, comme ça vous allez tout savoir de moi. Alors j'ai vécu à Nancy, j'ai vécu à Metz, parce que je suis lorrain. Hop là. Ensuite j'ai vécu à Paris, à Bordeaux, représente Maxence. Bordeaux, meilleure ville de France. Et Wow, wow, wow. j'ai j'ai vécu aussi à Berlin, meilleure capitale d'Europe. Non, ça je ne sais pas, j'ai pas encore fait assez de capitales, mais franchement Berlin c'est cool. Sauf qu'admettons en fait, si j'avais sign up, j'aurais rentré ces valeurs-là. J'aurais pas rentré des latitudes et longitudes, personne ne le sait. Enfin, ne connaît ces valeurs. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter cette collection dans WeWeb. Hop, on va aller dans les collections User Locations. D'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre de underscore. Là, je vais utiliser le plugin REST API. Hop là, en dynamique parce que c'est Xano et qu'en plus nous on le paye, donc ça va très vite. Là, je vais prendre tous les résultats. Et là, admettons, normalement, j'ai plusieurs lignes pour chaque utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la pagination et par défaut, je vais mettre un filtre où en fait le user ID qui est ici, dans ma table, c'est le user ID de l'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc user ID. On met un petit ignore if empty. Ça pareil, c'est nouveau, je sais plus si on en avait parlé, mais ça va ignorer la valeur si elle est falsy et non pas vide. Et je suis en train de me battre avec les devs et le CPO pour que ce soit vide. Parce que typiquement, en fait, si vous mettez une liste, enfin un arrêt vide ou un objet vide, ça va pas compter. Mais je pense, dites-moi si je me trompe, que vous aussi, intuitivement, vous seriez dit une liste vide ou un objet vide, il faut que ça l'ignore. Faites pression avec moi sur la roadmap, s'il vous plaît. Mhm. Et là, c'est bon. Je vais un peu réduire quand même la taille de ma map parce qu'elle est énorme. Hop là. Voilà. Alors, là, le truc, c'est que les marqueurs, je peux toujours pas les lier aux valeurs. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser une API que j'ai trouvée qui s'appelle OpenCacheData. Et en fait, OpenCacheData, on a juste à lui faire une get request avec la localisation et la clé, et euh, elle va nous donner une liste de lieux qu'elle pense être les plus proches de ceux qu'on cherche, et elle va nous donner la latitude et la longitude. Je vais vous donner un exemple, par exemple, si je prends ici, hop, si je prends London, UK, vous voyez qu'en fait, donc elle m'envoie plein d'infos, et dans les results, j'ai plein de choses intéressantes, du style,
les régions, le code pour les appeler, le code ISO, ce genre de choses. Mais surtout, ici, dans géométrie, j'ai la latitude et la longitude. C'est exactement ce que je veux. Donc pour ce faire, je vais appeler cette, API pour chaque élément de ma collection User Locations. Donc, ce que je vais faire, c'est que au moment du page view, j'ai envie d'exécuter un workflow qui va aller chercher ces latitudes et longitudes. Donc je vais cliquer sur ma page, je vais rajouter un workflow. D'ailleurs, il existe toujours parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais on va le supprimer. Et là, on page load, j'attends bien que les collections soient récupérées. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un itérateur ici. Donc c'est une boucle. Et en fait, l'itérateur, ce qu'il va faire, c'est que les étapes suivantes du workflow, il va les exécuter pour chaque élément d'un arrêt d'une liste que vous allez lui donner. Et pour sortir, il faudrait mettre une action, par exemple break loop, mais sinon, en fait, par défaut, tous les éléments, toutes les actions qui vont suivre vont être faites pour chaque élément de la liste. Donc là, la liste, je vais lui donner tout simplement la liste des localisations de mon utilisateur. Donc c'est locations. Vous voyez que la première c'est Nancy, la deuxième c'est Metz et ainsi de suite. Donc moi je vais lui donner toutes les locations. Voilà, Nancy, Metz, Paris, Bordeaux, Berlin. Du coup là, il va répéter ça pour toutes ces valeurs. Là en action, je vais mettre une requête API, API request. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma requête API de tout à l'heure. Je vais copier, hop, l'URL. Je vais juste enlever les variables qui sont dans la query string. Hop, et je vais les passer ici. Donc, la première valeur à passer, c'est key, c'est la clé d'API. Donc ça, je vais faire key. Et là, il me semble que je l'avais sauvegardé en variable. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Je vais la copier-coller en dur. J'ai ma clé d'API qui est celle-ci normalement. Je vais voir sur mon dashboard au cas où. Ouais, c'est celle-là. Juste en termes de best practice, je précise que c'est mieux de ne pas stocker la clé API en variable parce que toutes vos variables sont loadées dans le front. Bah, sauf si c'est des variables qui sont enfin des clés API qui sont faites pour être dans le front. Typiquement, il y a certaines API comme Stripe Ouais. ou Algolia. Vous allez avoir des clés privées qu'il faut surtout pas partager et des clés publiques pour mettre dans votre front qui servent juste à récupérer de la donnée, mais elles peuvent pas en envoyer. Et Segment, c'est pareil. Quand on envoie des événements depuis son front, on a une clé publique. Donc ça, il n'y a aucun problème pour les utiliser. Mais ça, par exemple, c'est censé être une clé privée. Donc si je le stocke en variable, ce qui se passe, c'est que ça va être stocké dans le code JavaScript de votre web app. Et on est en train de discuter à plusieurs moyens de mettre des variables d'environnement qui seraient peut-être côté serveur. Un peu comme le fait Xano, mais Xano, ils sont côté serveur, donc ça pose pas de problème. Mais qui ne soient pas visibles dans votre code, dans le code de votre web app. Et là, normalement, la requête, c'est Q, je crois, pour query, il me semble. Ouais, voilà, Q égale. Et là, en valeur, je vais passer, non pas une ville en dur. En fait, on peut déjà faire le test, hein, si je mets une ville en dur. Regarde, si je remets London, UK, je fais mon test action. Voilà, vous voyez que j'ai mon résultat avec... Et il me l'a fait il me l'a fait autant de fois normalement qu'il y a d'actions d'éléments dans la liste, dans l'itérateur. Et vous voyez que si je vais dans Results, alors là il me donne une liste, ça c'est spécifique à cette API, hein, c'est qu'il va il va vous donner plusieurs réponses selon les localisations qu'il juge légitimes. Donc la première c'est la ville de Londres, enfin non c'est Londres tout court, la deuxième c'est la ville de Londres, et ensuite c'est la galerie de je ne sais pas quoi, qui est à Sarmantin. La galerie nationale, ok. Bon, la plupart du temps, en vrai, la première, ce sera le premier résultat, ce sera l'élément qui nous intéresse. Et du coup, moi, je vais aller chercher dans géométrie latitude, longitude. Sauf qu'au lieu de mettre une ville en dur, je vais passer la ville de l'itérateur, donc de la boucle. Et là, vous voyez qu'en fait, dans loop, alors pour l'instant, c'est empty parce qu'il faut, j'ai oublié de faire un truc, c'est qu'il faut que je teste mon itérateur. Hop là. Alors tout à l'heure, ça marchait. Pourquoi il ne veut plus?
J'avais un test action tout à l'heure sur mon itérator. Comment ça se fait qu'il a disparu? Je vais juste checker si j'enlève ça. Alors. Je vais recharger. Ah, ok. J'ai eu l'erreur de... Ok, je vois ce qui se passe. Ça, donnez-moi 30 secondes. C'est le bug qu'on a avec l'AuthenTWeWeb en ce moment, où en fait, quand vous allez entre... Alors ça arrive pas sur les sites en prod, ça arrive vraiment côté éditeur. C'est qu'en fait, quand vous allez dans plusieurs apps que vous avez créées vous-même qui utilisent l'AuthenTWeWeb, en fait, ça va vous poser un cookie à chaque fois. Le problème d'avoir trop de cookies, c'est que ça fait exploser votre navigateur. Et ça, on ne le savait pas parce que c'est Amazon Web Service qui fonctionne comme ça. Et on a fait la découverte un peu dans la douleur. Mais on est en train de le corriger. Donc ça, encore une fois, ça casse pas les apps en prod, ça casse vraiment que l'éditeur. Hop. D'où le fait peut-être que mon workflow ne fonctionnait plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me reloguer. Parce que j'imagine que je ne suis plus logué. Hop, on n'a rien vu. Par contre, je ne connais plus mon mot de passe, donc je vais aller le chercher. Je vais en mettre un nouveau. Voilà. Ok. Trigger workflow. Mon workflow, il est là. Ensuite, mon action. API request. Attends, je vais juste enlever ça en deux. Je vais faire un test workflow. Voilà. Ensuite, API request. Mon URL, c'était celle-ci. Sauf que c'est une get. Voilà. Query string, la key, c'est ma clé. Et ma query, c'est la valeur qui est dans ma boucle. Voilà, vous voyez que maintenant dans ma boucle, j'ai mes différents items, et j'ai mes items au total, donc avec tous mes items. Donc vous voyez Metz, Nancy. Et là, vous voyez qu'en fait, pour chaque élément, ce que va faire la boucle, c'est qu'elle va vous montrer l'élément sur lequel on est à cette itération dans la boucle. Donc là, vous voyez que apparemment, je suis sur le dernier dans Berlin. Donc je vais lui dire qu'en fait, je veux utiliser ce texte dans la boucle à chaque fois. Il y a un petit bug où c'est pas interprété, mais ça fonctionnera. Je vais le noter juste pour qu'il puisse le corriger. Ça, je pense que les devs vont nous le corriger en même pas 20 minutes. Mais vous voyez qu'en fait, ça récupère Berlin. Et en fait, pour chaque élément de la boucle, ça récupérera l'item. Donc là, à un moment, ce sera Berlin, à un moment, ce sera Nancy, à un moment, ce sera Metz, et ainsi de suite. Donc ça va faire la requête pour chaque. Et là, vous voyez que ma requête a fonctionné. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, la réponse de l'API, je vais la stocker dans une variable, une liste, un array, où je vais mettre le nom de la ville, latitude, longitude. Et c'est cette variable que je vais utiliser ensuite dans ma carte. Donc là, je vais mettre change variable value. Je vais créer une variable. Je vais l'appeler geocoded locations. C'est de type array, donc c'est une liste vide. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la valeur de cette liste, tout simplement en ajoutant l'élément de la réponse de l'API à cette liste. Donc je vais prendre geocoded location. Et ensuite, je vais retourner dans les résultats précédents de mon workflow. Et vous voyez que maintenant, dans l'action 2, j'ai bien les résultats, avec le premier résultat, où j'ai dans géométrie la latitude et la longitude, et j'ai le nom de la ville. Ce que je vais faire par contre, c'est comme l'API de Google Maps s'attend à avoir une latitude, une longitude et un nom de ville, je vais créer un objet que je vais rajouter dans cette liste. Donc je vais faire une liste d'objets. Donc pour ce faire, je vais utiliser createObject. En fait, createObject, ce que ça fait, c'est que ça prend des suites de clés et de valeurs. Donc, par exemple, je vais lui passer latitude, la valeur de la latitude, longitude, la valeur de la longitude, et name,
la valeur, le nom de la ville. Donc on va faire ça tout de suite. On va faire latitude. Là, dans la réponse précédente, je vais prendre results 0, géométrie, latitude. Longitude, la longitude. Et name, le nom formaté de la ville, qui est ici. Hop là. Et là, je vais le fermer. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai une liste de un objet avec latitude, longitude, name, Berlin, Germany. Et là, j'ai la latitude et la longitude de Berlin. Et en fait, ça va le répéter pour chaque élément de l'itération. Et comme je fais un add, ça va le rajouter à cette liste. Là, si je teste mon workflow, voilà. Donc là, vous voyez que toutes les itérations, normalement, ont été faites. Et si je vais dans ma variable, vous voyez que maintenant, elle a Nancy, Metz, Paris, Bordeaux et Berlin, avec leur latitude et leur longitude. Du coup, j'ai plus qu'à aller sur ma carte, dans les options, ici. Hop, composant map, voilà, spécifique. Les marqueurs, je vais les lier à ma variable geocoded locations. Et ensuite, je vais lui dire, le nom, tu prends le name, la latitude, tu prends la latitude, la longitude, la longitude. Et voilà. Et là, vous avez toutes les villes où je suis allé. Donc si on fait une preview, le workflow va se réexécuter. C'est pour ça que vous voyez apparaître les marqueurs, parce qu'en fait, il est en train de faire les requêtes API. Et là, vous voyez bien Berlin, Metz, Nancy, Paris et Bordeaux. Et voilà. T'as pas passé beaucoup Comment de on temps au fait? soleil, hein. De quoi? T'as pas passé beaucoup de temps au soleil. Il Non, est... je suis plutôt un... Bah si, Bordeaux. Mais Bordeaux, il pleut de ouf. On m'avait vendu le sud, mais il pleut tout le temps. Ah ouais? Ah, je pensais pas. C'est la ville où il faut que tu te balades en t-shirt avec un parapluie dans ton sac parce que tu te prends une averse monstrueuse pendant 10 minutes et 10 minutes après il va faire ultra chaud et après il repluie. Enfin il repleut pardon. Mais ouais, je suis plutôt un mec du Nord, hein. Je suis allé à Amsterdam, à Londres et tout. Je suis j'aime bien moi quand il y a de la bière et après je vais à Lisbonne bientôt donc qui sait, je vais peut-être changer d'avis. Mais voilà, du coup ça fonctionne comme ça. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des petites questions? Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous voulez qu'on repasse sur une étape en particulier? Nope, ça va. La mer est froide au Portugal. Oui, mais on peut surfer. Et le surf, c'est la vie. Personnellement, je suis plus team Atlantique que team Côte d'Azur. Voilà, tant qu'à faire des débats, allons-y. Pareil, pareil. Et surfer, c'est cool. Alors que la Côte d'Azur, c'est personnes âgées. Enfin, non, si, il s'appelle Christian Estrosi, je sais plus. Ouais, bref. Ouais, il me semble. Cette J'avoue que le mafia, surf, moi, je j'en suis ai dans tous les fait. clichés. J'ai fait du surf qu'une fois et dès que j'ai enfilé la combi et que j'avais ma planche de surf, instantanément, j'ai trouvé que j'étais plus cool que jamais, quoi. J'avais Ouais, même pas et encore été puis, dans. je sais pas si Ça me t'arrives à rappelle trop tenir les sur la liquides après. planche, Ouais, mais vite fait. je me souviens encore la première fois que j'ai vraiment pris un rouleau d'en haut. Ah, t'as une sensation de liberté et de vitesse, elle est monstrueuse, parce que t'es tellement haut que tu vois plus les gens, tu vois la plage au loin, et juste t'avances trop vite, c'est trop stylé. C'était à Lacano, c'est la vie. Mais du coup, j'ai jamais surfé au Portugal, faudrait que je teste. Par contre, les vagues au Portugal, je crois que si tu te loupes, tu prends cher, quoi. Alors, en Euh... vérité, je sais pas si j'étais Ouais. cool en combi. C'est ma propre perception, mais c'est possible qu'elle ait été erronée, quoi. En vrai, les photos de surfeurs, je sais pas quand est-ce qu'ils les prennent, parce que moi, en combi, quand je sors de l'eau, j'ai vraiment les cheveux qui arrivent là, machin, je vois rien. Je suis en mode, putain, qu'est-ce qui s'est passé? T'es crevé parce que le surf, ça tue à une puissance, mais genre Ouais, 10 c'est 000. clair. Enfin, t'es pas sexy, hein. T'es sexy quand t'es sur ta planche à attendre, mais... Et encore. Enfin bref, la team surf. Faudrait qu'on fasse un off-site à faire du surf. Ce serait cool. Euh... Qu'est-ce qu'on devait montrer sinon? Après. Euh... L'erreur management, on l'a fait, du coup. Ouais. Alors, ce que je vous ai pas montré, parce que cette API fonctionne depuis le front, mais en fait, quand vous faites des collections
en faisant une requête API ou juste des requêtes API normales, vous voyez que maintenant vous avez ce petit toggle pour faire des requêtes depuis un serveur. Et si certaines de vos API ne sont pas accessibles côté front, vous pouvez l'utiliser et en fait, ça va faire la requête à un de nos serveurs qui lui va faire la requête à l'API et va récupérer le résultat et vous le renvoyer. Et c'est assez pratique parce qu'on appelle ça des course issues. C'est. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, course? Origin, je crois. Cross Origin Research Sharing. Ouais, en gros, c'est des API qui ont besoin de savoir de quel endroit vous les requêtez. Donc il faut que ce soit un serveur avec une IP fixe, il faut que ce soit un nom de domaine précis, mais ils veulent pas que ce soit un front qui change tout le temps. Typiquement, il y a pas mal d'API de Google qui sont comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas une partie de Stripe qui est aussi comme ça. Enfin bref. Et en gros, pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est vous pouvez faire vos requêtes via un serveur. Le seul truc, c'est qu'on ne stocke pas la donnée sur ce serveur, hein, juste ça sert à faire la requête. C'est un peu comme si vous faisiez un Zapier intermédiaire. Mais si vous avez des besoins de RGPD, ce serveur pour l'instant est chez Amazon, donc ça passe par les États-Unis, mais on ne stocke pas la donnée. Et peut-être qu'à terme, on fera des serveurs où on le souhaite dans le monde. Voilà. Mais si vous avez des problèmes de connexion sur vos API, essayez-le. Souvent, ça fonctionnera. Faut pas Xavier, changer. ouais, comme les appels en BDD directement à une base de données. Vas-y, Joyce, pardon. Ouais, pardon, juste dans le chat, je vous ai partagé, un post qu'on avait fait dans la communauté anglaise, parce qu'on avait enfin anglophone, parce qu'on avait une question sur par où passent les données, quand tu utilises le plugin REST API. Donc, là, ça vous explique pas mal, bah, où passe la donnée et ce que Quentin vient de dire sur si vous activez cette option. On avait fait une update après la mise une fois quand on a sorti cette option. Et voilà, je sais que vous avez souvent des questions sur la RGPD et où passe la donnée, donc, c'est un petit post qui vous Ouais, intéresserait. voilà. Tout ce qui Et nécessite d'être whitelisté, comme tu dis, Xavier. Alors, à la différence que par rapport au plugin SQL où on a mis une IP fixe, il n'y en a pas encore sur les serveurs qui font ces requêtes, mais je pense qu'on les rajoutera à terme. Ça doit être dans la roadmap pour que vous puissiez whitelister une IP en particulier, par exemple. Parce que typiquement, les clés Google, ce qu'ils vont faire, c'est que par défaut, elles sont ouvertes, mais c'est pas très secure. Et en fait, on peut les whitelister seulement sur certaines IP, certains noms de domaines. Les bases de données font beaucoup ça, c'est pour ça qu'on l'a fait sur le plugin SQL. Ce qui fait que votre appli, elle est vraiment très sécurisée, parce que même si quelqu'un a votre clé d'API mais qui fait la requête depuis son ordi, ça marchera pas. donc Quentin, je crois que tu voulais montrer le carrousel et les Carousel. slides. T'inquiète Thomas, salut. T'as le droit d'être en retard. Salut Thomas. Euh, le carrousel. Et Alors, est-ce le qu'on pourrait CSV, pas je crois. aller carrément? Est-ce qu'on pourrait pas aller sur un de mes innombrables templates prélo? J'ai l'impression que je fais que ça en ce moment. Et on va mettre un carrousel à la place d'une image fixe. Alors, juste pour tester si la logique fonctionne, parce que ça, je vous l'avoue, j'ai pas testé avant le live. Mais en gros, normalement, maintenant, le carrousel, il peut prendre une liste d'images. Et est-ce que c'est dans les templates? Comment on l'a appelé? C'est le content Je crois slider, qu'on a le appelé image slider? slider. Je vais le mettre là, hein. C'est juste pour tester. Alors, le image slider. Image Dans slider. les spécifiques settings. Là, je suis sur l'image, je suis pas sur le slider. Donc, faut peut-être que je clique au bon endroit. Voilà. Dans spécifique, maintenant, les slides peuvent être bindés à une liste. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais la binder à la première liste, enfin de la liste de la première maison, qui normalement, parce qu'en fait là j'affiche la première maison, mais ça c'est une collection qui vient de Airtable, et j'ai une liste d'images normalement dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller dans notre énorme Airtable, dans Prelo, dans Property, vous voyez que voilà, j'ai des listes d'images, et en fait j'affiche que la première. Et ce qui serait cool, c'est d'afficher toutes les images. Donc si je vais sur le conteneur, je vais un peu réduire en taille parce que pareil, il est un peu énorme. Voilà. Hop. Là, je vais binder les slides. À property, je vais prendre la première property juste pour tester. Et là, je vais aller sur toc 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 images. Donc là, il m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slides. J'imagine que j'ai 7 images. Exactement. Donc il a compris. Parfait. Et maintenant, slide
dedans, si j'imagine que si je vais sur l'image, je peux la binder à mon item.data. En fait, ils ont fait une collection list, si je ne me trompe. C'est une collection list avec des slides. Parce que c'est le même principe, c'est là on est dans l'item courant. Donc si je mets l'URL, hop là. Et du coup si je passe à la suivante, voilà, j'ai toutes mes images. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est que je vais enlever ça. Ça va complètement péter mon layout parce que là j'utilisais des background images, mais je vais mettre un slider. C'est pas grave. Donc image slider, on va le mettre dans le conteneur top. Voilà. Et là je vais vous montrer comment ça va marcher dans une collection. Normalement ils devraient tous fonctionner d'un coup. Donc là je suis moi-même dans une collection list. Donc chaque slider va recevoir la property. Et dans le slider je vais binder ça à la liste d'images de chaque property. Du coup, ce qu'il devrait faire, en fait, je fais une collection d'une collection. Il y a des personnes qui me l'ont montré récemment, enfin qui m'ont demandé, ils m'ont dit comment je fais pour si par exemple je vais afficher plusieurs éléments d'une collection et ensuite dedans je vais afficher tous les tags qu'il y a dans cet élément ou toutes les images. Ben, c'est exactement ça, c'est que vous pouvez faire une collection dans une collection, et même une collection dans une collection dans une collection, et ainsi de suite. Et en fait, vous allez aller dans une liste qui est dans un élément qui est lui-même dans une liste. Donc là, si je bind les slides à mes images, voilà. Et là, l'image, je vais la lier à l'URL. Et voilà. J'ai l'impression que ça fonctionne. Parce que vous voyez, le premier élément, c'était celui qui était affiché. Et on dirait que ça fonctionne. Hein. Donc du coup, il faudrait que je change mon layout pour que, au lieu d'avoir une background image ici, j'ai un slider. Et que je mette cet élément par-dessus. Mais vous voyez que ça fonctionne. Et là, j'ai juste à... Comment je change la couleur de... Ah, c'est des icônes, je peux changer la couleur tout seul. C'est parfait, ça. Donc si par exemple la couleur, je mets blanc, est-ce que ça va me le faire sur les deux? Non, obviously. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va se mettre... Ah, je peux pas choisir sur quel slide je suis. Du coup, comment je change la couleur? Mhm. J'ai pas compris parce que tu. Regarde, ce bouton là, Oui. il est noir. Mais sauf que quand je retourne en edit, je repasse sur la première. Et comme c'est Et bindé, je ne peux pas choisir la deuxième si slide. si tu retournes, tu as un toggle edition, je pense. Voilà, là. Quand tu es Là? sur quand tu sur le carrousel, pardon, au niveau du carrousel, je me demande si tu Ouais, as je suis pas sur un. le carrousel. J'avais l'impression que j'avais vu un toggle edition. Enfin, Ah, si je force un loop, je peux le choper, mais je pense que c'est un hack. Donc je pense pareil, on va faire un ticket à la tech team, on va leur dire ce serait bien de pouvoir éditer l'autre icône ou de choisir la slide active, même si elle est bindée, je pense. ouais, bien vu. Voilà, bon, c'est un petit oubli, on va le rajouter. Mais du coup, ça fonctionne. Il y a Thomas Voilà. qui demande les images, ça correspond à quoi dans ton Airtable? Donc c'était une attachment, je crois. C'est un Les fichier. images, c'est un attachment, ouais. C'est un type attachment. Donc ça peut être n'importe quel fichier, mais j'ai juste mis des images. Sachant qu'il va y avoir une mise à jour Airtable bientôt où on pourra plus aller chercher les images directement ou les attachments directement dans Airtable. Ils nous feront un lien téléchargeable. Donc pensez à passer soit sur d'autres backends, soit à stocker une URL là où vous hébergez votre fichier. Et il y a Artidor aussi qui nous demande est-ce qu'on peut modifier, cacher les ronds qui indiquent le nombre de slides? Et à mon avis, oui, ça doit être I parce que c'est think un so. setting. Alors là, ça a l'air d'être des icônes, donc je peux tout simplement les enlever. Alors le truc, si tu fais ça, c'est que les gens... Hop, navigation. Bah, je peux enlever la navigation et je peux enlever la pagination. Ouais, c'est la on-off. Donc tu vois, je peux carrément tout enlever, mettre la loupe et l'autoplay. Et si je fais ça, alors ça a l'air d'être... Voilà, toutes les 3 secondes, ça change tout seul. Par contre, le faire sur autant de carousels avec autant d'images, ça va que j'ai un bon ordi, un bon navigateur, mais vaut mieux éviter. Parce que ça fait exploser les navigateurs, ce genre d'animation. Et autre truc, les carousels, il vaut mieux avoir... soit vous les faites en automatique, soit vous avez des contrôles. Mais de toute façon, les carousels, moi j'aurais tendance à...
à les enlever. Je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui veulent toujours en mettre partout, mais en fait, niveau UX, c'est recommandé de pas trop en utiliser, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des internautes ne vont jamais cliquer, et ça revient à regarder uniquement la première image. Donc c'est utile vraiment si vous êtes dans une web app et les gens savent qu'ils doivent cliquer. Mais par exemple, si vous êtes sur des landing pages sur un site, évitez d'en mettre. Euh, c'est pas très UX friendly. Thomas qui dit la magie table va l'embêter, il va peut-être passer sur Xano plutôt que prévu. Alors oui, je pense qu'ils font ça exprès. Moi, mon gut feeling, c'est qu'ils veulent faire chier Stacker, Softer et compagnie et qu'ils veulent internaliser la création de web app et qu'ils commencent en faisant des trucs comme ça. Parce qu'en vrai, pour toutes les apps, nous y compris, enfin, nous c'est pas très grave parce qu'en vrai, vous pouvez héberger les images chez nous et envoyer le lien chez Airtable. Mais en fait, ça bloque complètement la création de web apps sur Airtable. Et mon gut feeling, c'est que Airtable, ils ont envie de récupérer ce petit marché pour eux. Et ils veulent faire un peu chier les boîtes qui font des web apps sur leur dos. Ouais, Après, j'en je sais crois que rien c'est le si pire. c'est. Il me Ouais, semble que c'est Pierre Simonin dans la communauté No Code France qui est spécialisé Airtable et qui disait lui que en fait Airtable a une puissance de fou pour tout ce qui est dashboard en interne et ouais, que c'est peu visible, enfin qu'il y a plein d'utilisateurs qui se servent d'Airtable pour faire leur table, mais qui se rendent pas compte de la puissance d'Airtable pour les ouais. dashboards. Je pense qu'en faisant ça, Airtable force aussi le truc, quoi, force ses utilisateurs à Ouais, c'est explorer sûr. Ils sont cette en mode possibilité. venez chez nous, puis donnez-nous plus d'argent parce que maintenant vous faites des dashboards chez nous. Ils sont malins, c'est Airtable. Moi, j'ai C'est une belle découvert boîte ce en vrai, matin hein. que quand tu partages une base avec un externe, tu payes pour cette personne. Contrairement, tu Ah ouais, vois, bah oui. à un Google Sheet où tu sais, tu invites qui tu veux sur ton Google Sheet, quoi. Hmm. Enfin, Même tu te pour dis, ah une ouais, base. juste pour une base, c'est juste s'il est read-only, c'est gratuit. Alors, Ah, si tu en plan gratuit, c'est gratuit. Mais si tu es en plan payant, ce n'est pas gratuit. Sauf si sauf s'il est en read-only, quoi, ouais, ils l'invité. sont pas fous. J'ai Mais découvert ça avec Slack récemment, en invitant les experts. C'est que si tu les invites sur un channel guest, ils sont gratuits. S'ils sont sur d'autres channels, ça y est, ils deviennent payants. mmh. Je trouvais ça assez malin en vrai. Parce qu'après, tu fais des Ah ouais, projets entre personnes, tu crées plusieurs channels, et tu payes sans t'en rendre compte. Ah là là, les boîtes américaines, qu'est-ce qu'ils sont forts. Du coup, je vais juste enlever ça. Ah, j'ai complètement. Il faut que je me mette sur le. il y a Hop. Xavier qui dit que c'est gratuit pour 5 personnes sur le plan gratuit Airtable. C'est bon, c'est bon. Ok. Dernier truc qu'on devait montrer, c'est. Alors, ça, je l'ai pas utilisé du tout. Mais le plugin CSV. Comment ça marche? Download data as CSV action in any workflow. En fait, c'est une action. Ah! Si tu peux juste revenir sur plugins extensions, Ouais, juste pour expliquer rapidement la logique, c'est que tout ce qu'il y a dans extension là, enfin pas tout ce qu'il y a, mais en fait, avant le download CSV comme action dans le workflow, vous l'aviez par défaut. Pareil pour WeWeb Email, c'était par défaut si vous créez un workflow, vous y on avez avait accès. déjà un download CSV avant. 2 semaines avant qu'il soit en Ah, extension ok. comme ça, on Je avait l'ai jamais utilisé. mais ce que je veux dire, en fait, la raison pour laquelle on a bougé ça en extension, c'est il commençait à y avoir trop d'actions dans les workflows et en fait, selon vos projets, vous avez peut-être pas besoin de tout ça. Donc maintenant, en gros, elles sont pas forcément il y a certaines actions qui sont plus par défaut dans les workflows, mais que vous pouvez, activer comme ça en Hmm. passant par les extensions. Et du coup, c'est par un workflow, donc j'imagine que si là je fais un bouton. Alors, je vais mettre un bouton sans le styliser, hein. Vous m'excuserez, c'est juste pour tester. Et export CSV. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais essayer d'exporter toutes les maisons qui sont actuellement visibles quand on clique sur ce bouton. Donc pour ça, je vais faire un workflow, un clic. Là, j'imagine que j'ai une action CSV. Et la data, c'est censé ressembler à quoi la data? C'est juste, Un arrêt je peux lui normalement, envoyer ce que je veux, un arrêt. Donc si je lui envoie la data actuelle, j'en ai 9. Donc ça devrait marcher de base. Juste si je lui envoie les properties. Alors pourquoi il y a un define, je ne sais pas. Mais
Et voilà, là j'ai mes maisons. File name, je vais l'appeler maison.csv. Cannot convert undefined. Pourquoi j'ai de l'undefined? Parce que si je mets properties, voilà, j'ai trop de choses dedans. Properties. On va essayer avec la première maison. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marchera pas parce que c'est pas un arrêt. Pourquoi j'ai ça? Je comprends pas pourquoi j'ai du undefined. T'as pas des lignes vides dans Power Table? Non. Non. Je me demande pourquoi, je vais le refetch, je vais forcer. Je vais peut-être faire une synchro, j'ai peut-être joué sur la base depuis. Pourquoi j'ai une erreur? D'accord. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus de base? Qu'est-ce qui s'est passé Airtable? Est-ce que c'est Airtable qui est down juste pendant la démo? C'est une question, Ma non, il a dit. collection. Je pense que il dit que t'as plus la bonne clé API, j'ai l'impression. Ah, Ah! il y a Vince qui dit que t'étais en undefined parce que la collection était paginée. J'ai peut-être plus la bonne clé API, laissez-moi regarder juste. Parce qu'il s'avère qu'il y a eu un gros problème sur GitHub récemment et que en fait, ils sont passés par d'autres services et ils ont réussi à choper du code privé et que je dû faire sauter ma clé Airtable parce qu'elle était dispo dans un de mes projets de code. Donc j'ai peut-être ma clé d'API qui était plus bonne et nous c'était encore en cache là. Je vais juste vérifier. Voilà. Si j'ai changé ma clé d'API, c'est exactement ça, dame. Et Voilà. c'est Je lève pense que ça la devait être ça. pagination, du coup. J'enlève la pagination? Ouais, Dame dit que les undefined, c'est parce que la collection était paginée. Ah bah Et oui, mais pas- j'ai justement envie d'en télécharger que 9. Je veux télécharger la page active. Ok. Donc il faut le fixer, dame. C'est cassé. Parce que... Et Oui, dans ce voilà, cas-là, ok, je c'est pense la qu'il faut que tu lui pagination. dises, il faut que tu lui dises d'aller choper que les 9 et que Ah, ok, je fais... peut-être un creator array avec les index, je sais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en mode bourrin. Attention, vous n'avez rien vu. Voilà. Là, je vais avoir beaucoup de maisons. Bon, ça va que c'est Airtable, j'en ai pas fait tant que ça, mais je sais que dans l'exemple que je donne avec Xano, j'ai genre 400 lignes, donc j'aurais pas fait ça. Là, si je fais properties.data, ok, c'est bon, ça fonctionne. Et là, je fais test action. Magnifique CSV que je vais importer dans spreadsheet. Donc, on va faire un sheets.new. Hop là. Et ah bah, j'avais pas besoin de mettre .csv. On le rajoute déjà à la fin. Donc du coup, c'est maison.csv.csv. Et voilà, là j'ai tout. À part que je n'ai pas les objets à l'intérieur. Ok. Oui, parce que c'est des objets. Il faut que, en fait, il faut que la clé dedans ce soit, qu'il n'y ait pas un objet. Il faut que ce soit genre une chaîne de caractères ou un chiffre. Sinon, il sait pas comment l'interpréter. Mais du coup, c'est cool. Ok. Description, total part, j'ai tout. Parfait. Bon, bah, on n'a plus qu'à fixer la pagination et on pourra refaire la démo la semaine prochaine avec la pagination peut-être. Mais ça fonctionne. Hop là. Je sais pas, parce que la pagination, en fait, c'est pas vraiment un fixe. Là, t'es sur vu que tu vas chercher toute la collection. C'est toi quand tu Non, dis. j'allais chercher properties.data, donc normalement mon point data il est paginé sur 9 éléments, si je le pagine. En fait, ce que j'aimerais, c'est faire un bouton où je télécharge uniquement le résultat de ma recherche, Ah, mais ça, je pense que tu tu peux le vois. faire avec un. Ok. Oui, je peux le faire en stockant tout dans une variable intermédiaire, je pense que ça fonctionnerait, mais ça prend du temps pour pas grand-chose, je trouve. En fait, t'es obligé de le stocker, alors que s'il y avait moyen de dire plugin CSV juste prend la Ouais, data ouais, actuelle, tu vois. ouais. Et voilà, je crois qu'on a tout fait. Il y avait quoi d'autre à montrer pour aujourd'hui?
Putain, on a tout C'est fait. ce que tu avais annoncé. Ouais. Waouh. Ouais. Impressive. On a même eu pour parler de surf. Ouais, on a même pu parler de surf. Et ben voilà. Est-ce que certaines personnes voulaient voir d'autres choses? Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'on nous a pas fait trop peur avec nos bugs? Qui vont être fixes probablement dans un jour ou deux de toute façon, donc c'est pas grave. Quelque chose, je ne sais pas si, enfin, ça va passer là dans le changelog, mais maintenant l'élément file upload, il y a un setting pour autoriser le multiple, enfin l'upload de files multiples, quoi. Donc ça nous était pas mal demandé, donc ça c'est fait. Ah oui, Et c'est vrai, si- le upload. Alors attends, il est où? Upload, upload, upload. Il est là. Hop, je vais le mettre là pareil. Et normalement, ici, si je mets dans les options multiple, du coup, tu peux envoyer plusieurs fichiers d'un coup, c'est ça? Ouais. Extensions any. Ah oui, il y a les types d'extensions si vous voulez que des images, des vidéos, de l'audio, PDF, et ainsi de suite. Et là, si je fais ça, et que j'upload plein de fichiers, bah tiens, mon CSV et des JPEG. Si je vais ici, dans mes variables, elles sont où? File 1 progress? Non. File 1 value? Ouais, voilà, j'ai mes trois objets. Donc je pourrais les réutiliser dans un workflow. Il y a Patrice qui demande si un file picker sans l'élément texte est prévu. Alors, file picker, file upload, tu veux dire ça? Qu'est-ce que tu entends par file picker? Parce que là, le Ah, texte, tu sans peux l'enlever. l'élément texte Ah pour qu'il non. n'y ait pas écrit. Ok. Je ne sais pas si on l'a prévu. Non. Je crois pas qu'on l'ait prévu du tout. Je vais le noter Tu dans voudrais le. juste le bouton? Ou même pas de texte dans le bouton? Juste upload file? On va le noter, ouais. Je suis en train de le noter. Euh, Oui, ou une action. Comment tu pourrais uploader dans une action sans un bouton? Genre, tu fais popper t'as un pop-up qui arrive et tu demandes d'uploader? Ah, peut-être une action pour enlever le texte, je sais. Non, je suis pas sûr. Mm. Peut-être pour trigger un upload. Un peu à la manière de Airtable, qui passe par un outil externe, je sais plus comment il s'appelle, qui est très utilisé. Ok, qui En puisse gros, importer une image directement sur le bouton image. ah, ok. Ok. Je sais plus comment s'appelle ce service, mais il faudrait qu'on l'intègre à terme. C'est pas Airtable. Ça existe dans plein de boîtes. Je crois que c'est Upload quelque chose. C'est un truc américain aussi. Et en gros, tu peux choisir d'uploader n'importe quel fichier, du Google Drive, Dropbox et tout. Et t'es pas obligé de le mettre sur un Upload. bouton, tu peux le trigger. Ouais, voilà, Il y a Upload Artisan Care. qui nous dit que c'est Upload Care. Je Je vais crois que juste c'était prévu essayer. dans la roadmap parce que là, pour l'instant, ça upload sur nos serveurs, mais en fait, on voulait vous permettre d'uploader sur n'importe quel serveur. Donc sur Amazon, pareil, sur Google, sur Cloudflare, Fastly. Du coup, ouais, on va probablement embed Upload Care pour faire ce job. Et on aura un composant Upload Care, du coup. Voilà. Bon, bah, il est 57. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, sauf si vous avez encore d'autres questions, remarques. Puis c'est tout bon. Bah, je vous remets pour ceux, parce que c'est un peu nouveau. Enfin, l'URL n'est pas nouvelle, remarque, mais je vous remets la roadmap publique où vous pouvez aller upvoter des tickets qui ont déjà été revus en interne, ou sinon proposer des tickets, enfin proposer des améliorations ou des nouvelles features. Et elles vont pas automatiquement être under review, mais on les revoit toutes en interne et ensuite, dès qu'on se sent prêt à les mettre dans la roadmap publique, on les rajoute à la page roadmap. Attends, est-ce qu'on a montré ce magnifique site, justement? Hop, je vais le partager. Feedback.web qui est maintenant sur WeWeb. C'est ça. Donc vous pouvez faire une requête. Donc vous devez être login, c'est votre même login que WeWeb. Comme ça on sait qui vous êtes.
Et vous voyez, ça c'est tous les tickets qu'on met à jour et la roadmap publique que vous pouvez filtrer par type. Sachant que ça c'est des tickets au global, donc ça peut englober plusieurs choses et qu'il y a des choses aussi qu'on met en prod qui sont pas forcément ici parce qu'il y a des fois il y a des choses où on va les mettre en ligne assez vite ou c'est des fixes. Mais globalement pour les gros projets vous pouvez les voir ici. Et vous pouvez les upvoter, c'est vrai. Oh, je suis pas logué, quel dommage, je ne peux pas upvoter. Hop là. Ah, c'est Artidor pour le... Oui, pour passer un body row plain text dans ta requête. Tu vas pouvoir upvoter. On l'a bien, Quentin l'avait ajouté Ouais, à notre... en vrai, ça serait utile. notre- Et j'avais pas Ouais. vu que ton image Twitch c'est Snake, donc on va le prioriser encore plus. Parce que Snake c'est la classe. Bon bah du coup, je vous dis à plus et à bientôt pour lundi prochain, pour la prochaine émission de la Team WeWeb. N'oubliez pas de vous abonner au Twitch de No Code France, de nous rejoindre sur le channel WeWeb, sur le Slack No Code France. Et je vous dis à plus et à bientôt pour un prochain live. Ciao. Salut!